La suite de BFM Story, comment sauver notre économie, éviter la casse sociale. Emmanuel Macron est à la manœuvre, il a rencontré les partenaires sociaux hier. Il veut éviter le pire. Alors quel est son plan pour relancer l'économie, éviter au maximum un chômage de masse? On va en parler avec mes invités. Éric Brunet est avec nous ce soir. Bonsoir Éric. Bonsoir. Nous sommes avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Avec Nathalie Chuc. Bonsoir Nathalie, grand reporter au Point. Et puis Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière. Alors hier à l'Élysée, Emmanuel Macron a, j'imagine, dévoiler quelques pistes à vous et à ceux qui étaient présents, les partenaires sociaux. Ils comptent faire quoi en fait? La situation est, si on met de côté l'aspect sanitaire qui n'est quand même pas encore complètement derrière nous, parce que c'est quand même un paramètre important. Imaginons que ce soit complètement derrière nous, qu'on ait un vaccin, qu'on ait un traitement. Je pense que l'économie, elle repart beaucoup plus vite d'un coup que si ça n'est pas le cas. Et ça n'est pas le cas. Donc il y a quand même cette situation. Ensuite, elle est caractérisée par deux aspects. L'impact immédiat du confinement, de ce que ça a provoqué sous différents aspects, à commencer par le chômage. On a tous en tête la bascule des contrats précaires, intérim, CDD dans la catégorie A, sans emploi et sans activité, avec un chiffre record, 4 500 000 quand même aujourd'hui, qui pèse à la fois sur la situation sociale, sur l'UNEDIC elle-même, et puis une situation qui est celle des secteurs où, objectivement, on voit bien que la reprise, elle va pas être rapide, complète, elle va être partielle, progressive. Donc, nous demandions à ce qu'on n'arrête pas le dispositif d'activité partielle. Le chômage partiel. Il fallait qu'il y ait un dispositif de chômage partiel de plus longue durée qui soit là pour accompagner cette reprise progressive et partielle. Notamment dans les secteurs les plus touchés. Il y a l'aéronautique, il y a le tourisme, il y a l'aérien, il y a l'automobile. Vous avez obtenu gain de cause. Donc on a obtenu là-dessus. Moi j'avais une inquiétude forte qui était que, vu le coût, l'État ne demande en contrepartie les efforts aux salariés. Alors on connaît le discours, mais il y a la conséquence pour le ou les salariés directement. Il ne faut pas oublier que la moitié de la population salariée, c'est en dessous de 1 800 € net. Donc si on vous demande de vous serrer la ceinture, il ne faut pas compter, c'est le deuxième aspect, sur eux pour relancer la consommation, parce que vous n'allez déjà pas beaucoup au restaurant. Même si l'épargne, on n'a jamais eu autant d'épargne. Les Français n'ont jamais autant épargné. Oui, mais l'épargne, c'est inégalitaire. Et puis c'est toujours pareil, c'est l'assiette. En dessous de 1 800, vous épargnez pas. Alors le chômage partiel, c'est-à-dire c'est 84%? Alors, ça restera 84% du net, sachant que le dispositif ne s'appliquera que sur 40% d'activité réduite, pas plus. Autrement dit, vous avez 60% de votre activité maintenue, 40% d'activité partielle à 84%. Bon, ça fait un salaire autour de 90-92% du net maintenu. C'est quand même un effort de l'État. De ce point de vue, c'était le minimum que nous attendions. Alors, c'est bien, le chômage partiel, mais enfin, c'est pas ça qui relance l'activité. Ça permet de maintenir des gens en place, finalement, et d'éviter que les chiffres du chômage réel explosent. Mais enfin, pour relancer l'activité, il faut autre chose. Il est où ce plan de relance qu'on nous avait promis? Le plan de relance, il faut attendre encore pour. Il faut attendre quoi? Il faut attendre le mois de juillet, et en plus, si c'est vraiment un plan de relance, ça veut dire que ce sont des dispositions qui vont pas s'appliquer avant la fin de l'année ou avant l'année prochaine. Mais on n'a déjà pas perdu trop de temps. Oui, on a perdu trop de temps, de toute façon, quoi qu'il arrive. Parce que là, on arrive à la veille d'un été de tous les dangers, en fait. Parce que c'est pas encore la catastrophe absolue. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que cette crise, c'est pas une crise comme la crise de 2008-2009 provoquée par un effondrement des banques, de l'immobilier, etc. C'est une crise qui résulte de la fermeture administrative de l'économie. Alors évidemment, du coup, vous avez des chutes spectaculaires dans les chiffres du PIB. Mais la réalité, c'est que on voit bien que quand on a rouvert certains secteurs, on a déjà récupéré, vous savez, la fameuse reprise en V, on l'a sur les 3/4 de ce qu'on a perdu. On est déjà à nouveau à 90% du rythme que l'économie française avait avant le confinement. Et effectivement, c'est les derniers pourcents qui vont être compliqués. Mais la priorité absolue, c'est d'abord de maintenir les entreprises à flot. Parce que c'est ça qu'il faut éviter. Ce qui terrorise tout le monde aujourd'hui, les consommateurs qui ne veulent pas dépenser, les chefs d'entreprise qui n'osent pas investir. La moitié dit « je ne sais pas ce que je vais faire dans les prochaines semaines ». J'ai des projets, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y en a que 8% qui disent qu'ils ont renoncé à leur projet d'investissement. C'est pour ça que je dis que... On est dans l'attentisme. C'est pour ça que je dis que c'est pas encore la catastrophe. Les capacités de production, les plans de licenciement,
ils sont pas encore inéluctables. C'est pour ça qu'il faut des mesures fortes et notes. Alors, je pense que le chômage partiel longue durée va dans la bonne direction, mais la réalité, c'est que l'État, il n'a pas assez dépensé. Fondamentalement. Ah bon ? Il a pas C'est vous assez, qui dites ça ? Oui, il n'a pas assez dépensé au sens pour soutenir l'économie. Il y a des banques qui ont fait des calculs, des études, des directions d'études de banques, donc c'est pas des affreux gauchistes, parce que je vois déjà Eric qui s'agite. Il faudrait, pour compenser vraiment la perte d'activité, et là je vous parle pas des 500 milliards qui sont alignés avec des prêts garantis, etc. Non, ce qu'il faudrait mettre encore sur la table, c'est 4 points de PIB. Il faut mettre 4 points de PIB, on en a mis 2 et on les met aujourd'hui. En gros, le vrai creusement du déficit public aujourd'hui, les vraies dépenses supplémentaires liées à la crise, ça n'est que, c'est pourquoi, c'est pour donner aux entreprises 60 milliards d'euros. Et c'est essentiellement le chômage partiel presque aux 2 tiers. D'accord, mais vous dites qu'il faut mettre de l'argent en plus, mais c'est quoi, pour les donner, il faut aux entreprises ? beaucoup plus de reports de charges, beaucoup plus de reports de cotisations. Il fallait faire l'effort sur le chômage partiel. Il faut permettre aux entreprises de traverser cet été de la mort sans faire faillite. Parce que de toute façon, pour terminer, ça servira à quoi d'avoir dépensé ce qu'on a dépensé si c'est pour que votre entreprise elle fasse faillite en septembre au lieu de faire faillite en juin. Il faut traverser cet été de la mort, dit Emmanuel Le Chypre. Dans quel état d'esprit est Emmanuel Macron en ce moment, Nathalie Chuc ? Parce qu'on est en plus dans un moment politique. Bon, il y a le municipal, il y a un remaniement annoncé, il y a ce plan de relance qu'il faut préparer et qui tarde déjà à venir. Dans quel état d'esprit est-il ? Le président de la République, pour l'instant, il est, par rapport à l'économie, dans une logique que vous le disiez très bien, de perfusion. C'est-à-dire il faut continuer à mettre l'économie sous respiration artificielle. Nathalie, c'est pas de la perfusion, c'est du goutte à goutte. Certes. Et je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Mais je voyais un ministre aujourd'hui qui me disait qu'il y avait une bonne forme. Il me disait, là, on est encore sous l'anesthésie, justement, cette espèce de formol qu'on nous a mis dans les veines, mais la douleur va bientôt se réveiller. Et l'idée d'Emmanuel Macron, c'est de faire la jointure. Donc il y a ce dispositif de chômage partiel qui sera certes un tout petit peu moins généreux, mais qui va se poursuivre sur la durée. Le plan de relance, on l'aura vraisemblablement en septembre. Sauf que le président de la République doit s'exprimer. 12, 13, 14 juillet, on verra encore quelle sera la date. Il va nous donner des indications sur quels seront les secteurs prioritaires. On peut imaginer que l'écologie, le BTP, la rénovation thermique des bâtiments vont être des secteurs extrêmement importants. Il y a les jeunes aussi, l'emploi des jeunes. Les jeunes, l'emploi des jeunes, tout à fait. Donc on peut penser qu'il va annoncer des choses assez fortes qui vont ensuite se décliner avec des projets de loi à la rentrée. Mais le calcul qu'il fait, c'est... Il y a eu la crise de 2008, économique, financière, systémique, bancaire, qui était extrêmement différente, mais Macron dit... Sarkozy n'a sans doute pas poursuivi le plan de relance assez longtemps. Il n'a pas réinjecté assez d'argent dans l'économie pour permettre à l'économie de se relever. Souvenez-vous, à l'époque, vers déjà 2010, 2011, on repart avec des plans d'austérité. On a augmenté les impôts sous Fillon et ça continue sous Hollande. C'est pour ça qu'ils envoient déjà des messages pour dire il n'y aura pas de hausse des impôts. Et l'idée, c'est de faire un plan de relance assez massif. Et là, le président de la République se bat avec ses homologues européens pour faire aboutir un plan de relance européen aussi. Oui, parce que pour l'instant, ils l'ont annoncé, mais c'est pas encore... Ils n'ont pas de réelle inquiétude sur le fait de le faire aboutir. De le faire valider. Éric Brunet. C'est un peu le tropisme français, c'est-à-dire qu'on est sans doute de tous les pays occidentaux, européens, celui qui a le plus dépensé. L'un des pays les plus mal en point quand on regarde les indicateurs économiques. Justement, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on se retrouve, si vous voulez, on court une course, une sorte de marathon. Les positions ont été figées à partir du mois de mars, puisque l'économie française s'est arrêtée, un certain nombre d'économies européennes se sont arrêtées, puis des économies dans le monde. Mais on reprend dans la situation dans laquelle nous étions au moment où ça s'est arrêté. C'est-à-dire que finalement, les entreprises sont aussi en pesée lourd, les entreprises françaises, puisque les grandes réformes fondamentales que nous attendions au début du quinquennat Macron n'ont pas vraiment eu lieu. Bon, voilà, donc on est toujours sur des entreprises assez fiscalisées. Donc on a nos propres problèmes. Et alors, le paradoxe de tout ça, c'est qu'on est en train de dire il faut un plan. Vous savez, c'est le raisonnement à la française. Attention, il faut un plan en septembre, un plan. On voit des plans partout. Il faut mettre de l'argent sur la table. Ainsi, l'économie ira mieux. On met de l'argent public sur la table. Ainsi, les entreprises iront mieux. Espèce de billevesée avec laquelle on se satisfait, nous autres Français, mais ça n'est pas suffisant d'ailleurs. Quand vous écoutez des patrons, des chefs d'entreprise, des petits, des moyens, des grands, ils vous disent quoi? Ils disent arrêtez de nous aider, s'il vous plaît, baissez la fiscalité, soyez un peu plus sympa, mettez-nous au même standard que les entreprises allemandes, anglaises, espagnoles, italiennes, baissez la fiscalité, foutez-nous la paix, les 400 000 normes, allégez un peu les 400 000 normes qui pèsent sur les entreprises et on sera heureux et arrêtez de nous faire des plans. En même temps, ils sont contents, les patrons, d'avoir été aidés et d'être aidés encore.
Oui, ils sont contents d'avoir été aidés. Mais comme on dit, c'est mieux qu'un coup de pied aux fesses, on est tous d'accord. Néanmoins, dans la philosophie même de ce qu'ils attendent de la puissance publique, on n'y est pas. Ils veulent moins de taxes. Oui, mais ça, c'est pour après-demain, Éric. Et Yves Verrier, Sans doute. Yves Verrier, il faut finalement laisser la liberté à l'économie de reprendre, pas trop non plus intervenir. C'est ce qu'on nous dit depuis des années et des années. Les plans, dans le passé, ils ont quand même fonctionné sur un certain nombre de secteurs sur lesquels aujourd'hui on est en pointe et qui sont en difficulté. Là, pour il faudrait faire quoi? Sur quel secteur, selon vous, il faudrait... On aura du mal, je pense, à relancer, par exemple, l'aéronautique, parce que quelques plans de relance qu'au niveau d'un pays, on pourrait imaginer, s'il n'y a pas de reprise du trafic aérien, c'est-à-dire s'il n'y a pas de reprise du tourisme international européen, s'il n'y a pas de reprise de l'activité économique telle qu'elle avait lieu pleinement, qui provoque du voyage, etc., l'aérien va être en difficulté. Et donc, derrière l'aéronautique, si vous n'avez pas de vol, vous n'aurez pas d'achat d'avion, donc ça va être aussi en difficulté. Donc là, on est dans une phase sur ces secteurs-là où il faut soutenir, tenir, jusqu'au moment où on passe la crise pour on a des champions. Airbus, c'est un champion, c'est ce qui tirait l'économie française. La balance extérieure du commerce pour la France, elle est beaucoup tirée par l'économie. C'est un secteur en innovation, de recherche, de pointe. Et c'est ça qu'il faut préserver. Ce qui est inadmissible, par exemple, c'est ce qui se passe avec des entreprises comme Nokia ou d'autres que je pourrais citer, où c'est de la recherche, développement, de l'innovation, sur laquelle on va faire de l'économie, qu'on va délocaliser, là où on a besoin de préserver l'outil pour se projeter dans l'après. Et puis la relance, il faut qu'elle s'appuie. C'est bien, les entreprises, regardez, ce qu'elles ont obtenu, par exemple, sur l'apprentissage. Il y a besoin de sécuriser les jeunes, aujourd'hui, qui ont du mal à trouver des contrats d'apprentissage. On dit que les jeunes seront les premières victimes de cette crise. Justement, donc, ce que les employeurs ont demandé et ont obtenu, c'est 8 000 € par stage d'apprentissage. Ça fait que pour l'entreprise, ça va coûter 120 € par mois. Bon. Nous disons, très bien, pour toutes celles et tous ceux qui sont en attente de contrat, s'il faut débloquer le truc, il faut aider pour qu'ils aient ces contrats, parce que derrière, c'est leur CAP, c'est leur formation et c'est leur emploi. Il y a beaucoup de jeunes qui attendent. Après, mais ça, il fallait le faire. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est multiplier les effets d'aubaine. C'est-à-dire qu'à 120 € par mois, mieux vaut embaucher un apprenti, créer un emploi, là où on l'aurait peut-être créé, on sait. Donc il faut qu'on surveille tout cela. Et puis, moi, je le redis, il y a une négociation dans le secteur de la santé, en ce moment, le Ségur. Il y a ce qu'on a appelé les deuxièmes lignes. On va 6 milliards sur la table, a dit Olivier Véran, pour augmenter les soignants. Oui, ça démarre, la négociation démarre. Heureusement, 6 milliards, c'est pas mal. On va voir, vous savez, c'est quand même... Vous n'êtes jamais content, M. Verrier. 6 milliards, c'est beaucoup. Non, c'est pas que je suis jamais content. Il faut regarder les choses concrètement. C'est 1 million l'hospitalier dans son ensemble. Le secteur de la santé, c'est 2 millions de personnes. Si on parle de relance, c'est à ça qu'il faut penser. Pourquoi l'Allemagne s'en est mieux sortie que nous? Parce qu'elle a une industrie médicale, du médicament, qui a été préservée. Donc il faut retravailler dessus. Et puis, la deuxième ligne, toutes celles qui s'est mobilisé sans compter, sans protection, eh bien, si jamais, qui plus est, il doit y avoir une deuxième vague, on ne sait jamais, qu'on y soit préparé. Donc il faut répondre à cela. Et ça, c'est des emplois qui sont ici, qui consomment. Il faut leur donner les moyens de consommer, il faut répondre à cela. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, sur récupérer sa souveraineté, parce que c'est aussi l'ambition maintenant d'Emmanuel Macron de relocaliser notamment l'industrie pharmaceutique, de refaire venir des entreprises chez nous. Donc c'est aussi un autre chantier, peut-être qu'un chantier qui créera de l'emploi. En mettant de l'argent sur la table, espèce de truc. Faire venir des entreprises dans un premier temps, en mettant de l'argent sur Français, la table. Je trouve ça extraordinaire. Les Français veulent ça. Le truc soviétique, on met de l'argent, on donne de l'argent aux entreprises pour qu'elles viennent relocaliser en France, qui est, enfin, franchement... Mais même la Chine donne de l'argent à ces entreprises. C'est de la souveraineté. Ce genre d'histoire ne dure jamais longtemps. C'est pas de la souveraineté franco-française, c'est de la souveraineté à l'échelle européenne. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de regarder ce que Emmanuel Macron a en tête, parce que c'est quelqu'un qui fait de la politique tout le temps. Il ne faut pas oublier qu'on a dans quelques mois une élection présidentielle qui se profile et elle est bien dans sa tête à lui. Notamment sur la question européenne. Il veut en profiter de cette séquence, du fameux plan de relance européen qui est en train de se préparer, où va se poser la question d'une souveraineté européenne, comment l'Europe se bat dans la compétition mondiale. Il veut profiter de ça pour essayer de fracturer les autres partis de droite et de gauche, les obliger à se positionner sur ces thématiques. Et je rebondis sur ce que vous disiez. Emmanuel Macron, en fait, là, il est à la croisée des chemins. La fin de son quinquennat, elle se joue maintenant. Sa réélection, elle se joue peut-être maintenant. Il faut qu'il fasse un choix économique,
Est-ce qu'il décide de faire une relance massive, une relance moins massive? Et surtout, est-ce qu'il décide de se mettre plutôt du côté des salariés, de les aider massivement, ou est-ce qu'il décide de supprimer les 35 heures, baisser drastiquement les impôts? Et en même temps, est-ce qu'il fait un peu des deux? Est-ce qu'il va chercher un peu d'électorat de gauche? Est-ce qu'il va chercher, il bétonne son électorat de centre-droit? Le visage du prochain Premier ministre, s'il y a changement de Premier ministre, va nous donner des indications de ce point de vue-là. Il joue un petit peu la suite. Est-ce qu'il vire de bord ou pas? Est-ce qu'il continue à naviguer entre deux eaux? C'est que, à court terme, il n'y a pas de question à se poser. Ah bon? Mais non, c'est-à-dire que sur le fond, à long terme, Éric a raison. Bien sûr qu'il y a des handicaps avec lesquels les entreprises françaises doivent vivre aujourd'hui et qu'il va falloir qu'elles s'en affranchissent. Oui, il y a un sujet sur les impôts à la production. Bien évidemment qu'il y a un sujet sur la complexité et la lourdeur administrative. Sur l'hôpital, bien évidemment qu'il y a une question d'argent. Mais si on croit que on va résoudre les problématiques du système de santé français uniquement en faisant des chèques, on se trompe lourdement. Donc espérons que tout ça, on va y arriver. Moi, je redis tout simplement... Mais on peut faire tout en même temps? Non, il y a des horizons. Il y a l'horizon du... Parce que ce que dit Éric, c'est très bien. Sauf que si on arrive en septembre, octobre, avec des vagues de faillites colossales, des pans entiers de notre industrie qui vont disparaître parce que les sous-traitants n'auront pas été suffisamment maintenus à flot pendant les 2-3 mois qui viennent, après, on pourra faire tous les plans de relance qu'on voudra. Ce qu'on montre après chaque crise, c'est qu'on perd du potentiel de croissance parce qu'on détruit des compétences et qu'on détruit des usines, des entreprises, etc. Et que répondez-vous à ceux qui disent qu'il faudrait quand même augmenter certains impôts, notamment pour les plus riches, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas tout de suite leur demander un effort? Non mais ça, on peut très bien. Je veux dire, on peut faire un impôt exceptionnel sur les riches au niveau européen qui rapportera de l'argent. On peut faire un emprunt obligatoire pour les riches, etc. Les conneries type ISF, etc. Bien sûr que non. Mais je veux dire, ça c'est n'importe quoi. Ouais. Mais en même temps, mais je pense qu'il faut bien distinguer les horizons. Attendez, monsieur Verrier. Mais pourquoi c'est n'importe quoi? Mais parce que 3 milliards, milliards de recettes. Non, mais il faut qu'il s'explique pourquoi il dit c'est n'importe quoi, monsieur Verrier. Mais parce que qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui en termes d'activité, de réinvestissement? La suppression de l'ISF? Pas grand-chose. Oui, bien sûr que si. Non, personne n'a évalué ça. Attendez, vous savez qu'il y a toutes les enquêtes sur l'attractivité de la France sont bien meilleures. Darmanin évalue à 140 milliards d'euros les aides publiques aux entreprises chaque année, en crédit d'impôt, allègement de cotisations, exo, etc. Bon. Qui est capable d'évaluer ce que ça donne véritablement en termes d'emploi? Et une des faiblesses, d'ailleurs, de l'activité partielle longue durée dont on a parlé hier, je l'ai dit au président de la République, c'est qu'il n'y a aucune clause qui engage à ce que l'entreprise qui en bénéficie ne doivent pas supprimer d'emplois. Si on dit aux entreprises, on vous prélèvera, vous aurez beaucoup moins d'aides, mais on vous ponctionnera aussi beaucoup moins, je pense qu'elles signent tout de suite. Hein. Non. Pour le moment, il n'y a pas de clause d'engagement sur l'emploi dans l'activité partielle. C'est renvoyé à la négociation au niveau de l'entreprise. Et vous venez de le dire très justement, le problème, c'est la structure de l'industrie avec la sous-traitance. Nous, on était attachés à ce qu'on travaille sur donneur d'ordre sous-traitant, évaluer la chaîne de responsabilité. Parce que si l'aide, on le sait sur le CICE par exemple, le crédit d'impôt compétitivité emploi a été souvent capté par le donneur d'ordre qui demandait de récupérer l'équivalent du CICE touché par le sous-traitant et ça ne produisait rien en termes de production et de productivité du sous-traitant. Et c'était beaucoup d'argent public. Ce qui est un peu démago quand même, c'est que Macron... Darmanin, ses ministres, qui savent un peu ce que c'est que l'économie, même s'ils ont rarement été chefs d'entreprise, soient tombés dans cette espèce de piège vraiment démago qui consiste à dire « Ah ben voilà l'idée, on va relocaliser une industrie pharma en France, des pilules fabriquées en France ». Pour les Français. Et pourquoi pas? On sait depuis 40 ans, souvenez-vous les années 70-80, quand la gouvernance, l'exécutif dit il faut l'informatique française, Thomson, ça vous dit quelque chose? C2I, Honeywell Bull, les ordinateurs français, subventionnés par le contribuable français. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Tout s'est cassé la gueule parce que l'économie, c'est vous pas pouvez pas vanter le modèle allemand qui a su garder une industrie et vous plaindre. Mais c'est pas l'État allemand qui a gardé l'industrie, c'est simplement l'industrie allemande qui d'ailleurs. C'était des choix stratégiques. Les entreprises allemandes, dans leur globalité, paient 70 milliards d'impôts de moins que nous, donc elles sont plus compétitives. C'est simple l'économie, c'est tout simple. Et c'est la raison pour laquelle l'industrie allemande est toujours plus vaillante que l'industrie française. En tout cas, on peut dire qu'Emmanuel Macron il sera jugé là-dessus.
et sur rien d'autre finalement. Mais bien sûr qu'il sera jugé là-dessus. Il va être jugé sur les 6 prochains mois, en espérant que cette crise, le plus gros de cette crise, dure 6 mois. Et il faut absolument pour lui s'en sortir très rapidement et sans recette à l'ancienne, parce que je ne crois pas qu'il est dans l'idée de maintenir des entreprises sur le territoire français qui ne soient pas viables à long terme. Ça, je ne crois vraiment pas. Je pense quand même qu'il serait rassurant le jour où on tombe en réanimation de savoir qu'on a du curare en France et qui fait qu'on pourra être traité. Je pense que c'est quand même rassurant. Donc ce ne serait pas une mauvaise idée que de assurer la souveraineté là-dessus. Merci à tous les